Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier cours de la trilogie Initiation au Game Design intitulé Signes, affordances et supports de jeu. Lors du premier cours, nous avons vu qu'est-ce qu'était un jeu à travers les mécaniques. Lors du second, nous avons étudié quel type de jeu il existe à travers le hasard et les compétences. Désormais, nous allons essayer de chercher comment indiquer à la joueuse quoi faire dans le jeu. Le cours d'aujourd'hui sera principalement basé sur des notions de design plus générales, moins spécifiques aux jeux vidéo, mais d'autant plus utiles puisqu'elles s'appliquent à de nombreux domaines de la conception. Le cours est basé sur le livre The Design of Everyday Things de Don Norman, qui est un professeur en sciences cognitives et un ancien conseiller en conception. Il nous donne deux outils pour guider nos utilisateurs et nous allons les détailler partie par partie. Nous verrons dans un premier temps les signes, qui permettent d'indiquer où aller, où agir, puis les affordances, qui nous disent quelle action réaliser. Nous ferons une étude de la mémoire pour comprendre comment bien utiliser ces deux concepts. Enfin, je ferai un aparté sur le support ou la plateforme que l'on utilise pour jouer, car elle aussi présente des signes, des affordances, et doit donc être réfléchie en amont de la conception. Avant de débuter, je vais donc disséquer la question initiale. Comment indiquer quoi faire à la joueuse correspond en réalité à trois sous-thèmes. Pour réaliser une action, une utilisatrice doit avoir un but, un objectif à réaliser. Il faut donc réussir à lui indiquer ce qui est attendu, c'est le quoi faire. Ensuite, il faut transmettre la notion du comment réaliser ce qui est attendu. Quelles actions sont nécessaires maintenant que l'objectif est bien défini. Enfin, il faut laisser à la joueuse expérimenter avec le jeu et lui répondre si les actions qu'elle entreprend sont justes ou mal exécutées. C'est le quand faire. Est-ce que l'action choisie est la bonne ou est-ce le bon moment pour la réaliser? Pour répondre à ces trois questions, nous avons principalement deux outils à notre disposition, les signes et les affordances. Faisons un peu de sémiologie. Littéralement, la sémiologie désigne l'étude des signes. Qu'est-ce qu'un signe exactement? Un signe permet de véhiculer une information à une personne. Il faut donc déjà que quelqu'un soit là pour recevoir ce signe. Un signe en lui-même n'a pas de sens propre, il faut qu'il soit décodé par un tiers pour transmettre son sens. Si on prend l'exemple d'un panneau de signalisation routière, c'est un signe qui n'a de sens que s'il est compris par le conducteur. C'est important de toujours avoir cette notion en tête. Un signe n'a pas de sens tant qu'il n'est pas correctement interprété par quelqu'un qui le comprend. On décompose un signe en trois morceaux. Il y a le signifiant, le signifié et le référent. Dans cet exemple, les lettres utilisées pour former le mot, à gauche de l'écran, est le signifiant. Les lettres de l'alphabet sont des formes spécifiques, arbitraires, qui, une fois mises ensemble dans un certain ordre, forment un mot. Notez l'aspect arbitraire du signifiant. Il n'y a pas de raison fondamentale d'avoir donné telle forme à telle lettre. C'est un choix arbitraire qui a été réalisé et sur lequel notre population s'est mise d'accord pour lui accorder du sens. Ce signifiant forme donc le mot cheval. Il fait appel à un concept, à une idée particulière. C'est le sens du signe, l'information qu'il veut nous transmettre. On appelle cela le signifié. Enfin, ce n'est pas le concept du cheval que nous croisons dans la vraie vie. Quand nous croisons de véritables chevaux, nous en percevons des référents, des instances de ce concept. Cela peut être également l'image qui vous vient en tête lorsque l'on vous évoque le concept de cheval. Les signifiants peuvent prendre de nombreuses formes. Cela peut être un son de hennissement et non un mot manuscrit qui fait écho au signifié du cheval. Il existe une multitude de signifiants différents qui peuvent pointer vers le même signifié. Cela peut également être un dessin. Ces pics triangulaires rappellent ainsi l'idée de quelque chose de piquant, de dangereux. Un exemple de ce concept pourrait être cet ennemi à pointe dans la saga de jeux Super Mario. Encore une fois, un signe n'a de sens que si son signifiant est correctement décodé. Il est tout à fait valide de percevoir ces pics non pas comme un danger, mais comme un dessin simplifié d'une montagne, par exemple. Il faut savoir donner du contexte et se mettre d'accord sur le sens d'un signe avant de pouvoir l'utiliser au sein d'un même groupe. Parmi la multitude de signes, il en existe qui permettent de désigner où se rendre à l'utilisateur. Dans les jeux vidéo modernes, on utilise souvent deux d'entre eux. Dans Doom, le remake de 2016, la bonne route à suivre est indiquée par des lampes vertes qui servent de balises le long du parcours. Le reste de l'environnement est plutôt rouge ou sombre, le jeu utilise donc le contraste avec l'environnement et la connotation positive du vert lumineux qui nous guide de l'avant. Après le contraste, la deuxième technique souvent utilisée s'appelle celle du manche à poil. Dans la série Assassin's Creed, il est possible d'effectuer des sauts de l'ange pour se déplacer rapidement en hauteur.
Afin d'attirer l'attention de l'utilisateur, on va casser la forme d'un objet bien aligné ou bien symétrique en ajoutant une plateforme qui dépasse, tout comme le manche d'une poêle vient casser la forme circulaire de l'objet. Le regard se tourne alors immédiatement vers cette discontinuité et l'on sait qu'il faut faire quelque chose de ce côté-ci. On peut tout de même s'interroger sur le choix de ces différents signes. Comme dit précédemment, le sens que l'on donne à un signifiant est arbitraire. Néanmoins, il existe toujours des raisons logiques qui ont poussé à choisir quel sens donner à un signifiant donné. Il est important de se questionner sur l'origine d'un signe, afin de s'assurer qu'il sera bien compris par la majorité de la bonne façon. C'est d'autant plus vrai désormais que les jeux s'exportent à travers le monde et que le signe doit alors être compris par différentes cultures. Généralement, la ressemblance est un bon point de départ. Notre dessin en forme de pic fait écho à des montagnes ou à des piquants car il ressemble à ces signifiés. La ressemblance peut également être sonore. Les noms d'animaux sont parfois donnés ou inspirés par le véritable son qu'émet l'animal. En vietnamien, le mot chat se prononce meo. Souvent également, c'est la culture et les références communes qui entrent en jeu. Savez-vous par exemple pourquoi dit-on que le blanc, la colombe et le rameau d'olivier symbolisent la paix? Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de réfléchir à cette question. L'une de ces raisons est biblique. Dans l'histoire de l'Arche de Noé, Noé dérive sur une mer infinie avec un grand bateau rempli d'animaux. Pour savoir si la terre ferme se rapproche ou non, il envoie des oiseaux scruter l'horizon au loin. C'est lorsqu'une colombe lui revient enfin, avec un rameau d'olivier dans le bec, qu'il découvre l'émergence d'un nouvel endroit sur Terre où poussent des arbres, ce qui symbolise la fin du déluge. Les cultures occidentales ont été fortement imprégnées par le christianisme, c'est pourquoi beaucoup de symboles découlent de ces récits antiques. Nouveau jeu de questions-réponses. Savez-vous pourquoi est-ce que l'on attribue généralement le vert à ce qui est positif et le rouge à ce qui est négatif? Vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Personnellement, je vois deux raisons à cela. La première est environnementale. La majorité de notre environnement naturel est composé d'eau, de ciel, de plantes, c'est-à-dire de teintes vertes ou bleutées. De fait, on a associé ce qui était normal aux couleurs que l'on perçoit le plus souvent dans un environnement calme, c'est-à-dire le bleu ou le vert. Lorsque l'on croise du rouge, cela attire notre regard, encore une fois par effet de contraste. La deuxième raison est liée à notre vision humaine, au fonctionnement de notre œil. Notre vision est en effet trichromatique. Nous percevons 3 nuances de couleurs, les nuances de bleu, de vert et de rouge. Si notre œil ne percevait pas le rouge, alors cette couleur ne serait pas utilisée de manière négative dans la sémiologie. Si nous ne pouvons pas percevoir cette couleur, nous n'allons pas pouvoir l'interpréter. Prenons un contre-exemple. Si nos plantes avaient une teinte rouge en permanence, peut-être que nous aurions attribué le rouge à la normalité et non le vert. Et si nous n'avions pas de cône spécifique pour détecter le rouge, comme dans certaines formes de daltonisme, nous ne ferions pas non plus cette distinction. C'est pour cette seconde raison qu'il est important de multiplier les signifiants qui permettent de véhiculer un même signifié. Prenez l'exemple du check vert et du stop rouge à l'écran. Même si l'on retire la couleur, on peut toujours distinguer quel symbole est positif et lequel est négatif. Le premier est bien rond, sans cassure, signe d'harmonie, même le symbole check à l'intérieur a des bords arrondis. A l'inverse, le panneau stop est en forme octogonale, avec donc des lignes brisées qui viennent capter notre attention. Le texte est écrit en majuscule pour nous avertir de quelque chose, puisque l'on a l'habitude d'écrire en minuscule, cela nous bouscule. Multiplier les signifiants permet de s'assurer de la bonne compréhension du signe. Enfin, tout signe est inscrit dans un contexte, et ce contexte agit sur la compréhension du signe. On va réaliser un petit exercice pour s'en rendre compte. Prenons une voiture arrêtée sur une route. On voit ici un signe évident de son arrêt, les feux rouges qui s'illuminent à l'arrière. Par convention, tout conducteur a appris que ces feux s'activent lorsque la pédale de frein est enclenchée. Dans ce premier cas de figure, le contexte est clair. La circulation semble dense et sans accroc, on peut donc décider de venir s'arrêter derrière cette voiture si nous sommes nous-mêmes en train de conduire. Prenons désormais la même voiture avec les mêmes feux de freinage, mais dans un autre lieu. Ici, la voiture freine dans une allée d'habitation. Est-ce que je peux venir m'arrêter juste derrière cette voiture comme dans le cas précédent? La réponse est non, car il y a une place disponible sur la droite de la chaussée. La voiture devant veut donc peut-être se garer, il ne faut pas que je sois collé derrière elle. Le même signifiant, le feu, ne doit pas être interprété de la même manière. Il faut plutôt laisser l'espace derrière cette voiture libre car elle risque de commencer à reculer.
Enfin, que doit-on comprendre de ces feux de freinage allumés? À cause du contexte qui ne fait aucun sens, on ne peut tirer aucune conclusion de ces phares de freinage. Ce dernier exemple montre bien que le contexte influe énormément sur la compréhension des signes. Si à l'avenir vous observez qu'un des signes que vous avez placés pour votre joueur ne fonctionne pas, vous pourrez vous demander si ce n'est pas le contexte et l'environnement autour qui est à remettre en cause plutôt que le signe lui-même. Pour résumer, dans cette première partie, nous avons vu l'utilisation des signes. Ces derniers permettent de guider l'utilisateur et de lui indiquer où aller. Parfois, les signes sont également utilisés pour indiquer quoi faire, comme le texte stop sur un panneau ou le texte poussé sur une porte. Mais le signe est arbitraire. Il faut que les individus qui utilisent un même signe se mettent d'accord au préalable sur le sens pour qu'il puisse fonctionner correctement. La technique du manche à poil est une façon commune de casser la continuité d'un objet et donc d'attirer le regard. Étudions désormais le deuxième outil à notre disposition pour aider le joueur à comprendre comment jouer. L'affordance désigne la capacité à comprendre comment un objet peut être utilisé par sa simple forme. Une table, par exemple, pour un adulte moyen, possède l'affordance de support. Puisque c'est un objet plutôt robuste avec une surface très plane, positionnée à hauteur de main, on a naturellement envie de poser des objets dessus. C'est d'ailleurs ce qui transforme n'importe quelle surface plane positionnée à mi-hauteur en un porte-gobelet. Si on prend l'exemple de ce mug, on a ici à la fois un signe et une affordance pour nous expliquer comment manipuler l'objet. La anse vient briser la continuité de la forme de la tasse, on sait donc que c'est par ici qu'il faut agir pour manipuler l'objet. D'autre part, la forme de la anse est parfaitement adaptée pour que l'on pense à l'attraper en passant notre pouce ou notre main dans la fente. C'est le même mécanisme que l'on retrouve pour les paires de ciseaux. On sait intuitivement se servir de ciseaux ou d'un mug sans avoir besoin de lire une notice de fonctionnement au préalable. Ainsi, l'affordance est la capacité d'utiliser intuitivement un objet. Attention cependant, l'affordance n'est pas une propriété intrinsèque de l'objet. Tout comme les signes, l'affordance est une relation entre la personne qui va utiliser l'objet et l'objet lui-même. Si l'on reprend l'exemple de la table, celle-ci possède l'affordance de déplacement uniquement si la personne qui veut l'utiliser possède la force et la taille pour déplacer cette table. Si maintenant un enfant ou une personne avec peu de force physique rencontre cette table, elle n'aura pas l'affordance de déplacement. Elle n'aura peut-être même pas l'affordance de support si la table est trop haute pour l'utilisateur. Comme toujours, ce qui paraît évident pour nous ne l'est pas forcément pour tous et toutes. L'avantage principal de l'affordance, lorsqu'elle est bien perçue, est sa lisibilité et son élégance. Si un objet est bien conçu et qu'il offre les bonnes affordances pour celui ou celle qui l'utilise, il n'y a même pas besoin de manuel ou d'indication pour déterminer comment fonctionne l'objet. Dans la série de jeux Uncharted, les affordances et les signes balisent le chemin du joueur et permettent de fluidifier l'utilisation. Dans cette image, notre personnage veut escalader cette paroi. Il y a différentes prises dans le mur, elles fonctionnent à la fois comme des signes et des affordances. Ce sont d'une part des signes car elles indiquent où est-ce qu'il faut aller pour avancer, en brisant la continuité de la surface, et ce sont aussi des affordances, car ces prises sont de la bonne taille et de la bonne forme pour être saisies à la main. Notre personnage, qui est aguerri en escalade, est donc apte à saisir ces prises, le joueur sait donc qu'il peut avancer dans cette direction. La simplicité d'utilisation de l'affordance est d'autant plus puissante lorsque l'utilisateur n'est pas concentré sur sa tâche. Dans la vie de tous les jours, nous sommes en train d'alterner entre plusieurs pensées et plusieurs tâches à effectuer. Même au sein d'une tâche unique, si celle-ci nous demande une forte concentration, il vaut mieux simplifier au maximum l'exécution de l'action. Prenons l'exemple d'une porte à ouvrir pour sortir d'un bâtiment. Imaginons désormais qu'il y a un incendie dans ce bâtiment, et que cette porte est l'issue de secours pour évacuer. Le signe vert au mur indique d'ailleurs que c'est bien la bonne porte pour évacuer. Les usagers peuvent donc se diriger vers elle facilement. Mais désormais, comment faut-il ouvrir cette porte pour sortir ? Normalement, ici, la réponse est tirer. Cependant, on a constaté par le passé que de nombreuses personnes sont mortes dans des incendies à cause de portes similaires, où il fallait tirer pour sortir et non pousser. Dans la panique, les utilisateurs auront comme réflexe de pousser ou de foncer dans la porte pour évacuer une pièce. Si la porte ne s'ouvre pas, le stress risque de faire tirer de mauvaises conclusions. Si la porte ne s'ouvre pas, c'est sans doute qu'elle est bloquée et qu'il faut pousser plus fort, peuvent se dire les utilisateurs.
La panique prend alors le dessus et ces personnes restent condamnées derrière la porte. De fait, les portes d'issue de secours sont désormais toutes normalisées pour s'ouvrir en les poussant, afin d'éviter ces catastrophes. Car lorsqu'une porte présente une large bande horizontale pour l'ouvrir, s'il n'y a pas de manière facile de l'attraper, notre premier réflexe sera alors de pousser. Enfin, pour terminer cette section sur une note un peu plus légère, je vais faire un petit détour par les anti-affordances. S'il existe des affordances pour faciliter l'utilisation, il existe également des anti-affordances qui viennent tromper l'utilisateur et l'empêcher d'utiliser correctement un objet. Cela peut s'avérer utile justement si le but est de tromper le joueur ou de cacher des éléments précieux, comme le double fond d'un tiroir ou les murs illusoires dans la série de jeux Dark Souls. Une vitre, par exemple, possède l'anti-affordance du passage pour de nombreux usagers. Bien que l'on puisse voir au travers et qu'elle laisse passer la lumière, on ne peut pas traverser une vitre solide. C'est pourquoi les êtres humains et les oiseaux se cognent souvent contre elle. De la même manière, on peut noter que la banane possède à la fois une anti-affordance et un anti-signe d'ouverture. D'une part, la partie verte qui dépasse de la banane attire le regard et donne l'impression que c'est de ce côté-là qu'il faut agir. D'autre part, sa forme et sa texture ne laissent pas forcément penser que l'on peut planter nos doigts dans la banane pour l'ouvrir. Pourtant, la manière la plus simple d'ouvrir ce fruit à la main est bien de l'ouvrir par l'arrière en plantant légèrement nos ongles, plutôt que par la tige qui est trop rigide. Pour résumer cette seconde partie, nous avons vu que l'affordance est très efficace dans les processus d'apprentissage, car son élégance permet à n'importe qui d'utiliser l'objet en question sans aucune inscription. L'affordance est néanmoins une relation, et tout comme les signes, il faut qu'elle soit perçue par l'utilisateur pour fonctionner. De même, il existe des anti-affordances qui peuvent ici tromper l'utilisateur. Ainsi, avec ces deux outils, nous savons désormais comment indiquer à l'utilisatrice comment jouer. On peut à la fois lui indiquer vers où porter son attention, et comment agir une fois arrivé au lieu indiqué. Dans cette troisième section, nous allons décrire très sommairement comment fonctionne la mémoire humaine, afin de mieux saisir quel type de signes et d'affordances l'on peut utiliser, et comment les utiliser au mieux, notamment d'un point de vue d'accessibilité pour notre jeu. Généralement, on décompose la mémoire en deux sous-catégories. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est similaire à de la RAM dans un ordinateur. Elle correspond à nos pensées immédiates de la vie quotidienne. Sa taille est assez limitée. On ne peut pas se souvenir de plus de 6 à 8 informations à la fois. De plus, la mémoire court terme peut très facilement être perturbée. Si l'on est en train de compter et que quelque chose nous distrait par exemple, on perd très vite le compte. Néanmoins, si l'on est concentré et que l'on a besoin d'une information mémorisée dans la mémoire court terme, celle-ci est accessible immédiatement. A l'inverse, une partie de notre mémoire n'est pas consacrée aux tâches quotidiennes, mais à la mémorisation de souvenirs sur le long terme. Ce deuxième type de mémoire prend du temps à se construire, et de nombreuses études soupçonnent que c'est le sommeil et les pauses qui jouent un rôle très important dans sa construction. Si l'on poursuit notre métaphore informatique, la mémoire long terme correspond davantage à un disque dur. Elle possède une très grande capacité de stockage, quasiment sans limite, et il est plus difficile de perdre des souvenirs stockés dans cette zone. Également, la mémoire long terme est plus lente que la mémoire court terme, car il faut produire un effort pour aller chercher nos souvenirs. Avoir déjà une première notion du fonctionnement de la mémoire est important. Cela nous apprend au moins deux choses. D'une part, on ne peut pas surcharger la mémoire court terme et espérer que l'utilisateur retienne tout d'un coup. Cela est notamment vrai lorsque l'on construit le tutoriel d'un jeu. Aussi, il faut être conscient que l'utilisateur réel sera souvent interrompu dans son usage du jeu. Ces sessions de jeu peuvent aussi être espacées dans le temps. Il faudra alors pour lui produire un effort considérable pour retrouver ses habitudes et les informations nécessaires au jeu. Il est donc préférable de toujours laisser une possibilité de revenir en arrière ou de laisser certaines informations clés accessibles à tout moment, pour aider le travail à la fois de la mémoire court terme et de la mémoire long terme. Avançons un peu plus dans la réflexion. Ces deux types de mémoire que nous venons de voir se regroupent dans la mémoire interne de l'utilisateur. Cela correspond aux deux capacités de mémorisation de notre cerveau. Lorsque l'on conçoit des signes, on ne peut pas affecter directement la mémoire interne de notre usager. Nous n'avons pas d'électrode pour implémenter directement des souvenirs dans sa tête. Par contre, on peut le soulager en inscrivant des indications et des aides-mémoires. C'est ce que j'appelle la mémoire externe. Avec des indications manuscrites devant lui, l'utilisateur peut par exemple libérer de l'espace dans sa mémoire court terme.
Il existe différents types de mémoire externe. Cela peut être une note, littéralement manuscrite donnant des indications, comme un texte de tutoriel ou un post-it. L'indication peut également être spatiale. Sur une gazinière, par exemple, afin de facilement déterminer quel bouton correspond à quelle plaque de cuisson, au lieu de devoir retenir arbitrairement cet ordre, on peut utiliser l'agencement spatial des boutons pour expliciter leur fonction. On parle alors de mapping. Dans cet exemple, la disposition des boutons correspond à la disposition de l'objet. Il devient alors évident de relier le bon bouton à la bonne plaque. L'important est de savoir conjuguer les avantages de tous ces types de mémoire. Chacune a ses défauts, mais également des qualités, et les défauts de l'une peuvent être corrigés par une autre. Pour la mémoire externe, il faut principalement faire attention à ne pas surcharger l'environnement d'informations. Sinon, l'ensemble devient désordonné et brouillon. Il devient alors plus difficile d'avoir accès à l'information clé au bon moment. D'autre part, la mémoire externe ne peut fonctionner seule. Il faut qu'une personne soit capable de déchiffrer et de comprendre l'information inscrite si l'on veut que la mémoire externe soit utile. De la même manière, la mémoire interne est d'autant plus efficace si elle est accompagnée d'outils qui facilitent à la fois le travail de sa mémoire court terme, en la déchargeant, et celui de sa mémoire long terme, en l'aidant à mieux se reposer ou à saisir quelles informations sont importantes à mémoriser. Dans cette même logique, il est important, si l'on veut être sûr qu'une information soit comprise, de multiplier les signifiants qui pointent vers un même signifié. Nous avons déjà vu ensemble l'exemple du panneau stop et du signe check. On a vu que ces symboles, même en noir et blanc, étaient toujours porteurs de leur sens car ils possèdent plusieurs indicateurs de leur signifié: la couleur, la forme, la police. Également, multiplier les signes aide à se remémorer une information. La mémoire long terme est reconstructive. Nous ne stockons pas des arrêts sur image de notre vie, mais plutôt des bribes d'informations et des pointeurs vers ces informations. Pour se souvenir d'un élément et de sa signification, notre cerveau va reconstruire un souvenir de cet élément en fonction de toutes les indications qu'il possède. Ainsi, plus on a de pointeurs, de signifiants différents pour un même signifié, plus il sera facile de mémoriser cette information. Ajouter des signifiants peut donc s'avérer utile pour tous et toutes, et pas seulement pour les personnes qui souffrent de daltonisme. Voici différents exemples de signes à plusieurs signifiants qui vont me permettre de vous démontrer cela. Dans le jeu Fortnite, le joueur peut déterminer, par le son, la direction et la distance des bruits environnants. Il peut également facilement distinguer la nature de ces sons, savoir si ce sont des coups de feu ou des bruits de pas par exemple. Le son permet donc de déterminer 3 éléments clés du jeu: la nature, la distance et la provenance des événements alentours. De fait, si l'on ne peut pas entendre, on perd ces informations. Le jeu propose une aide à la visualisation de ces sons. Une fois l'option activée, les bruits environnants sont indiqués à l'écran via des petites flèches, indiquant, de par leur couleur et leur forme, la nature et la direction du son émis. Aussi, plus la trace est transparente, plus le son émis est lointain. On a ainsi un nouvel indicateur fonctionnel et visuel pour ces éléments sonores. Si, de prime abord, on peut se dire que cet ajout ne sera bénéfique que pour les personnes en situation de handicap, cela n'est pas vrai. Avoir une option qui permet de jouer malgré l'absence de son est bénéfique pour tous. Si vous devez jouer dans un environnement bruyant, ou sans son, tard la nuit chez vous par exemple, vous pouvez désormais contourner ces problèmes de bruit avec ces indications visuelles. De même, une personne débutante qui a du mal à comprendre le système sonore du jeu pourra s'aider de ces indications visuelles pour mieux l'assimiler. Les options d'accessibilité permettent à tout le monde de mieux jouer à un jeu, ou bien de jouer dans de nouvelles conditions qui auparavant étaient handicapantes. Dans la version asiatique de Rocket League, un jeu de foot avec des voitures à la place des joueurs, la trajectoire de la balle est constamment indiquée à l'écran à l'aide d'une ligne de trajectoire blanche et bleue. Cela aide évidemment tous les nouveaux joueurs à mieux comprendre la future position de la balle et à anticiper ses rebonds. Cette option n'est cependant pas disponible en Europe ou ailleurs. Si l'éditeur et développeur Psyonix a fait ce choix spécifiquement pour le marché asiatique, c'est peut-être pour des raisons culturelles. Rocket League n'a pas encore réussi à gagner en popularité en Asie. Avoir ajouté cette option, ainsi que d'autres, pour ce nouveau marché fait sans doute partie d'une stratégie commerciale d'implémentation auprès de nouveaux joueurs, ne souhaitant pas forcément investir des centaines d'heures dans un jeu qui demande énormément de pratique pour être maîtrisé. L'ajout de signes peut donc même servir dans des stratégies commerciales. Dernier exemple, prenons le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Dès qu'une nouvelle touche est présentée, le jeu ne se contente pas d'afficher le nom du bouton, mais il affiche également l'emplacement de la touche directement sur la manette via une petite illustration. Le joueur peut alors immédiatement l'essayer sans même savoir comment se nomme le bouton, puisqu'il lui suffit de le repérer sur sa manette. Cela est très appréciable, surtout pour des personnes non joueuses qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une manette ou qui ne possèdent pas les codes d'un genre. En clair, plus votre jeu est accessible, plus il sera plaisant à découvrir. Il faut cependant faire attention aux signes et aux affordances que l'on utilise pour ne pas non plus surcharger notre joueur ou induire chez lui de mauvais comportements. C'est justement ce dernier point que nous allons aborder dans cette section sur le fonctionnement de la mémoire. Il existe un terme que vous risquez de croiser dans le monde de l'entreprise, notamment pour les jeux free-to-play, donc autant vous l'introduire dès maintenant. FTUE désigne la première expérience que va rencontrer l'utilisateur en ouvrant votre application. FTUE signifie First Time User Experience. Dans le marché du jeu gratuit, il est d'autant plus crucial que cette première expérience se déroule le mieux possible et incite votre utilisateur à revenir, car ce sera certainement sa seule expérience de votre jeu. La concurrence d'attention pour les jeux gratuits est trop forte car le marché est submergé de nouveaux jeux en permanence. Le but de la FTUE est d'être à la fois la plus claire possible sur le fonctionnement du jeu, mais également de montrer de quoi le jeu est capable, afin de donner envie aux joueurs de revenir. Il faut donc à la fois guider le joueur, mais aussi lui proposer un défi à relever, afin de ne pas l'ennuyer. Cependant, il arrive que des développeurs intègrent un tutoriel beaucoup trop dirigiste en guide d'amorce, afin de s'assurer que toutes les fonctionnalités du jeu aient été expliquées. Déjà, comme dit précédemment, la mémoire court terme ne peut pas retenir autant d'informations d'un coup. Il faut du temps au cerveau pour accumuler toutes les connaissances qu'on lui présente. Ensuite, ces mécaniques de jeu doivent être assimilées et comprises par l'utilisateur. Cela signifie qu'il faut qu'il soit capable de les reproduire par la suite seul, sans indication. Or, avoir des dizaines de flèches qui pointent vers le bon bouton sur lequel il faut appuyer, et bloquer le jeu tant que cette action précise n'a pas été réalisée n'est pas bon pour l'apprentissage. Cela retire tout le challenge et donc l'amusement de l'action. Le joueur sera alors passif et ne fera pas fonctionner sa mémoire. Il se contentera de cliquer là où on lui indique, sans même lire les textes explicatifs. Cela génère une vision tunnel faussée de l'expérience. Une fois le tutoriel dirigiste fini, plus jamais le jeu ne proposera de telles indications si dirigistes. De fait, une fois en situation de jeu réel, le joueur ne saura alors plus comment interagir, se sentira frustré et quittera à tout jamais le jeu. Il vaut mieux donc expliquer et guider le joueur, tout en lui laissant la possibilité d'essayer, de se tromper et d'apprendre. Au lieu d'indiquer immédiatement la bonne réponse, les signes et les affordances peuvent également servir de retour d'expérience, en corrigeant notre utilisateur et en validant ses actions. Par exemple, un ennemi qui clignote lorsqu'il reçoit un coup, cela indique que le coup lui a bien fait des dégâts. De cette manière, le joueur sera engagé dans l'expérience et non passif face à son écran. Une surabondance d'indications forcées n'aide pas le joueur à faire fonctionner sa logique ou sa mémoire. Pour résumer, on a donc vu que la mémoire possède plusieurs modes de fonctionnement, un rapide et fragile, la mémoire court terme, l'autre plus lent et robuste, la mémoire long terme. Le concepteur doit donc être conscient des limites et des avantages de ce système afin de créer des aides-mémoires externes adaptées. Plus on met de signes adéquats, plus le sens sera facilement discernable. Il faut cependant ne pas submerger le joueur et le laisser essayer. Les signes doivent être là pour le guider, non pas pour le forcer. Nous allons aborder la quatrième et dernière partie de ce cours qui porte sur le support de jeu. La manette ou l'écran de jeu que l'on utilise pour jouer induit des contraintes, et ces contraintes impactent les jeux que l'on peut créer avec ces différents supports. Je vous invite donc à regarder cette vidéo du youtubeur Game Maker's Toolkit, intitulée Controllers Control Everything. Vous pouvez revenir à ce cours une fois cette vidéo visualisée. Le lien est également disponible dans la description. Ainsi, il faut bien réfléchir au support de jeu que l'on choisit lorsque l'on crée un jeu. Jouer avec une manette, un clavier ou un écran tactile génère des configurations différentes et donc des façons de jouer différentes. De plus, le concept d'affordance se retrouve aussi dans le support et l'interface de jeu que l'on utilise. Si on prend l'exemple d'une manette ou d'une tablette, la forme de l'objet nous pousse à positionner nos mains d'une certaine façon, ce qui induit certaines limitations et contraintes. Si l'on se recentre sur l'objet de ce cours, il faut donc se concentrer sur deux points particuliers lorsque l'on choisit un support.
il faut petit 1, construire des signes qui sont adaptés au support, et petit 2, utiliser les affordances ou les contraintes du support au mieux. Pour les signes, on peut penser aux petits écrans des téléphones et consoles portables. L'affichage et les signes que l'on emploie doivent tenir compte de la petite taille de l'écran pour ne pas être illisibles. On voit de plus en plus ce problème sur la Nintendo Switch, qui souvent n'adapte pas son interface entre le mode portable et le mode fixe de la console. Le jeu Fire Emblem Three Houses est rempli de signes textuels qui deviennent presque illisibles une fois la console dans les mains. Également, sur téléphone portable, il n'est pas nécessaire, voire superflu, de mettre un bouton et une icône pour quitter l'application, puisque l'utilisateur sera habitué, lui, à revenir au menu Home de son appareil pour quitter n'importe quelle application mobile. Pour les affordances, il faut tenir compte des contraintes physiques qu'implique le support. Contrôler un écran tactile nous force à tenir l'écran avec la quasi-entièreté de notre main. Cela force donc les concepteurs à créer des jeux avec moins de boutons. Cela concerne également les nouvelles façons de consommer le jeu vidéo. Toujours dans le cas du téléphone, on remarque que les sessions de jeu sont souvent plus courtes et plus fractionnées, car les utilisateurs jouent pendant leur temps de trajet ou leur temps d'attente. C'est une contrainte très forte qu'implique le support ici. On retrouve l'importance de devoir concevoir des indications qui facilitent le travail de la mémoire et le besoin de permettre de retrouver facilement les informations clés pour l'expérience. Certains jeux sont conçus pour des cadres et des supports très spécifiques. De fait, la sémiologie utilisée doit être tout aussi adaptée. Allons plus avant sur cette question des spécificités d'un support, notamment dans le cadre du portage d'une expérience d'un support à un autre. Il existe plusieurs types de portages différents. Les plateformes d'arrivée et de départ peuvent ne rien avoir en commun, ou alors l'un des supports peut englober ou imiter le précédent. C'est ce second cas de figure que l'on retrouve lorsque l'on parle de mimétisme d'anciens supports. Bien qu'un livre soit un médium avec un format particulier, une tablette peut tout à fait imiter ce format. De même, un jeu de société se jouant avec des cartes et des jetons peut tout à fait être émulé de façon numérique. Attention cependant, l'expérience ne sera pas la même. Une partie de poker en ligne, par exemple, ne peut pas simuler toute la tension et la pression d'une vraie partie autour d'une table. Le besoin de bluffer et de confronter le regard des autres participants fait partie des spécificités du support physique. Lors d'un portage, on perd toujours certains aspects de l'expérience originelle. De même, on gagnera toujours certains privilèges dus à la nouvelle plateforme. On peut désormais, grâce au portage, jouer à distance, ou bien stocker nos ouvrages sur un seul et même écran. Néanmoins, le mimétisme, par définition, ne prend pas en compte les spécificités du support de départ ou d'arrivée. Cela est à la fois un inconvénient et une qualité. C'est un inconvénient car nous n'utilisons pas les spécificités du nouveau support pour générer une expérience plus fluide ou agréable. Dans le cas du portage de livres par exemple, il n'est plus nécessaire de recourir aux pages. Le format tablette permet tout à fait d'avoir un fil de lecture continu avec sa capacité à faire défiler le texte, comme sur les réseaux sociaux avec le scroll infini. Dans le portage d'un jeu de société sur ordinateur, l'expérience pourra également être fluidifiée. Il n'est par exemple plus nécessaire de représenter les informations sous forme de cartes à tenir dans nos mains, puisqu'il n'y a plus besoin de tenir de cartes lorsque l'on est sur un écran. Les descriptions pourraient donc être plus longues, car elles ne sont plus limitées par l'espace disponible sur le support. L'avantage du mimétisme est qu'il aide à la transition entre deux supports. La mentalité humaine a du mal à accepter le changement, car cela demanderait un nouvel apprentissage. A l'inverse, se baser sur ses acquis est moins fatigant, même si cela proposerait une expérience sous-optimale dans l'absolu. Il faut que le changement apporte une plus-value suffisamment grande pour que le temps d'apprentissage soit moins contraignant que le fait de rester sur l'ancien support. Généralement, on retrouve ce phénomène de mimétisme, ou de portage par implémentation, dans le portage de jeux physiques vers le format numérique. Au contraire, on retrouve très rarement cette méthode de portage dans l'autre sens. Dans le cas du jeu Doom, le portage de la licence n'a pas donné lieu à une imitation de la nervosité du jeu vidéo, mais à une véritable adaptation du jeu vidéo au format jeu de société. L'action n'y est plus en temps réel, et le jeu se pratique au travers de cartes et de dés. Évidemment, le portage par adaptation est bien plus gratifiant en termes de qualité d'expérience. Mais cela représente un travail et un coût conséquent, puisqu'il faut recréer un nouveau jeu en entier plutôt que d'implémenter une ancienne version. Pour le coup, je pense que l'interface de jeu qu'offre le jeu de société est trop limitée pour imiter un jeu vidéo en temps réel. Et pour cette raison,
on retrouve beaucoup plus d'adaptation dans ce sens de portage, jeu vidéo vers jeu de société. A l'inverse, il est plus facile d'imiter un jeu de société dans l'autre sens, d'où le grand nombre d'implémentations lorsque l'on passe du jeu de société au jeu vidéo. Mais encore une fois, n'importe quel type de portage apporte à la fois des qualités et des défauts. L'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Néanmoins, si l'on peut prendre le temps de réfléchir aux nouveaux supports et de s'adapter à ces contraintes, il est possible de générer des idées nouvelles qui tirent profit de la spécificité du médium envisagé. Device 6 est un jeu d'aventure textuelle et de puzzle, disponible sur iOS. Le jeu permet aux joueurs de mener une enquête dans une grande maison étrange, au travers de lignes de texte et de paragraphes, un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Déjà, on peut observer que le jeu s'inspire du format livre au travers de la couleur utilisée, un peu beige, afin d'imiter du papier. Il ne s'agit pas d'un portage par implémentation. Le jeu essaye simplement de rappeler et de faire écho à cette nostalgie du format papier. Et justement, Device 6 sait utiliser les atouts de la tablette. Il n'y a donc pas de segmentation de l'histoire sous forme de pages, par exemple. L'utilisateur peut défiler le texte de haut en bas comme il le souhaite de manière infinie, sans coupure. Cela génère une nouvelle façon de découper le récit, et donc de nouvelles formes d'histoire. Souvent, il va aussi être demandé aux joueurs d'utiliser le défilement horizontal. Ainsi, les concepteurs du jeu s'amusent à nous faire tourner et défiler l'écran dans plusieurs directions, afin de mimer le fait que l'on se déplace dans cette grande maison. Parfois, si notre personnage tourne au coin d'un couloir, on sera amené à tourner la tablette de 90 degrés afin de poursuivre la lecture dans l'autre sens. On peut donc être amené à repasser par les mêmes zones de la maison, mais sans jamais y lire ou y faire la même chose, en fonction de notre orientation. Le texte peut aussi s'amuser à imiter les marches d'un escalier pour indiquer que l'on monte ou que l'on descend. Aussi, le jeu reste interactif et le texte n'est pas fixe. Si le joueur interagit avec certains interrupteurs, il va alors déclencher l'apparition de nouvelles zones de texte ou l'altération de l'environnement. On peut par exemple allumer une lumière infrarouge pour faire apparaître du texte caché, et ainsi poursuivre notre aventure. Dernier exemple, prenons les manettes Steam Controller, développées par Valve. Ces nouvelles manettes se veulent plus performantes que les manettes classiques, notamment pour la navigation sur ordinateur. Cet objet est rempli d'innovations diverses, mais il n'a pas été un franc succès commercial. Attention, innover n'est quasiment jamais synonyme de réussite, mais très souvent d'échec. Néanmoins, les améliorations apportées par cette nouvelle manette sont loin d'être inefficaces. J'aimerais attirer votre attention sur l'arrière notamment de la manette. Les concepteurs de Valve ont longtemps étudié l'affordance d'une manette classique. Ainsi, ils ont pu déterminer que, lorsque l'on tient une manette, nos annulaires ne servent jamais à appuyer sur un bouton. Les concepteurs ont donc pu ajouter 2 nouveaux boutons à l'arrière de la manette, au niveau de ses doigts. Même si innover est synonyme de risque, prendre le temps d'observer les contraintes d'un support ouvre le champ des possibles à de nombreuses nouvelles idées. En conclusion, les signes et les affordances se retrouvent partout dans une expérience de jeu, que ce soit sur l'affichage tête haute de l'écran ou directement via l'interface et le support de jeu. Quelle que soit l'indication donnée au joueur, il faut se rappeler que celle-ci doit être perçue et comprise pour qu'elle soit utile à la progression. L'affordance et les signes ne sont pas des qualités intrinsèques d'un objet, mais font partie d'une relation avec l'utilisateur. Enfin, n'hésitez pas à multiplier les signes et les affordances dans vos jeux, surtout s'ils sont de nature différente. Cela permet de donner un maximum de clés de compréhension à votre usager. Il faut cependant veiller à ne pas l'empêcher de tester par lui-même et à ne pas le submerger d'informations. Ce n'est que par l'expérience et par les bons retours et feedbacks que votre joueuse pourra déterminer quoi faire, comment le faire et quand le faire. Merci pour votre écoute. Pour les personnes présentes sur place, je vous invite désormais à passer au TD sur les signes présents sur le drive du club.